Voilà, bah, on va commencer. Alors, est-ce que tu essaies de parler assez fort pour qu'on entende Vous m'entendez bien là, quand je... Apparemment, non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va quand Oui. tu parles face à la caméra, là, ça va. Je vais me rapprocher le plus possible. Voilà, donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des travaux. Alors, les idées ne viennent pas de nous. C'est une équipe de Norvégiens qui a créé un petit peu cette théorie. Et voilà, nous, on s'engouffre dedans et on essaie de voir si elle marche si bien que ça. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça nous permet de faire et qu'on ne pouvait pas faire ou difficilement faire avec l'ancienne géostatistique. Et puis quelques limites. Alors, donc l'exposé, il y a deux parties. Une première partie où je rappelle un petit peu ce que c'est que la géostat et ce qu'on fait avec. J'introduis quelques notations. Et après, je vous présente l'approche SP2. Donc, SP2, stochastique partielle différentielle equation. Bon, la géostat, on a des mesures. Donc ici, c'est des températures en Écosse au mois de janvier. On analyse la structure spatiale au travers d'un variogramme, c'est-à-dire qu'on va faire les écarts au carré, les différences entre les valeurs, et on va représenter ça en fonction de la distance entre les points. Donc là, on a voilà, cette fonction. Là, on a une belle variable qui est bien structurée, avec laquelle on va pouvoir faire de la géostatistique. Et ensuite, alors on ne peut pas travailler directement avec ce variogramme pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure. On est obligé de l'ajuster par une fonction qui fait partie d'une famille de fonctions qui vont bien, on va dire. Voilà, c'est la courbe en pointillé, et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de variogramme. Donc nous, on observe des petits z et on les modélise avec des variables aléatoires qui sont des grands z. Donc quand on fait un variogramme ou qu'on le modélise, en fait, derrière, il y a une hypothèse de stationnarité. Hein, c'est-à-dire qu'on fait quand même l'hypothèse que la structure spatiale dépend de la corrélation spatiale dépend de la distance séparant les observations, et que ça, c'est permanent dans l'espace. On va voir qu'on va essayer de s'affranchir un petit peu de cette hypothèse qui est parfois un petit peu restrictive quand on a beaucoup de données. Bon, le variogramme, c'est bien comme outil d'analyse, mais après, pour écrire les équations, pour travailler, on est quand même plus tranquille avec la fonction de covariance ou fonction d'autocorrélation, si elle est normalisée, qui est juste le variogramme retourné. Voilà, c'est C2H, ça je parlerai souvent de C2H. Et donc à quoi elle va nous servir, cette C2H? Elle va nous servir à construire la matrice de covariance des observations, ou bien la matrice de covariance entre les observations et les cibles. Les cibles, c'est les endroits où on n'a pas d'observation et on voudrait cartographier la valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la matrice, par exemple, de distance entre nos observations, et puis sur chaque terme de la matrice, on applique la fonction de covariance, et à la fin, on a une matrice de covariance qu'on peut utiliser ensuite pour faire plein de choses, notamment de la géostat. Alors ça, c'est bien joli, mais malheureusement, si on applique n'importe quelle fonction, par exemple, si on applique une fonction qui serait une interpolation du variogramme expérimental, elle ne va pas avoir les bonnes propriétés, et on va avoir des variances négatives, il n'y a rien qui va marcher. D'où l'obligation de travailler avec une famille de fonctions qui transforment nos matrices de distance en matrices de covariance, c'est-à-dire des matrices qui sont définies positives. Voilà, donc ça, c'est une difficulté, parce que les fonctions, donc on appelle ça des fonctions qui sont définies positives, elles sont définies positives sur certains espaces. Par exemple, on a des fonctions définies positives sur R2. Quand on passe en dimension 3, nous, on travaille beaucoup en géosciences, donc nos cartes, c'est du 3D. Elles ne marchent plus, ces fonctions-là. Donc, il faut toujours savoir si les fonctions qu'on utilise pour construire nos matrices de covariance, elles sont bien définies positives. Et notamment, quand on va travailler à l'échelle de la sphère, on va voir que ça pose certains problèmes. Alors là, on a un théorème, je suis un petit peu obligé de le mentionner, c'est le théorème de Bochner qui nous permet, parce que c'est très très dur de savoir ce que c'est qu'une fonction définie positive, une fonction qui transforme toute matrice de distance en matrice définie positive. C'est pas évident de vérifier qu'une fonction a ça, mais par contre, on a un théorème qui nous dit qu'une fonction est définie positive seulement si elle est la transformée de Fourier d'une fonction positive, on va dire. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile, parce que je prends une fonction qui est positive et intégrable, je fais sa transformée de Fourier, et la fonction que j'obtiens ensuite, je sais qu'elle est définie positive, et donc je peux l'utiliser tranquillement. Ça, c'est sur R2, R3 et Rn. Voilà, donc retenez bien l'idée qu'il y a une densité spectrale qui est finalement la transformée de Fourier inverse de la fonction de covariance. J'en aurai besoin un petit moment dans mon exposé. Voilà, une fois qu'on est armé, une fois qu'on a construit cette matrice de covariance, après on déroule. Donc là, on va décomposer notre vecteur Z en deux parties. Une partie qui est
les variables aléatoires au site d'observation, donc ça modélise vraiment l'observation, et une partie T au target, c'est-à-dire c'est l'endroit où on veut estimer la variable. Voilà, on écrit ça, on met tout ça dans un grand vecteur. C'est peut-être pas comme ça que vous avez vu la géostat, hein, mais ce que je vous raconte, on peut l'écrire comme ça me permet d'avoir des écritures bien condensées. Ensuite, on prend la covariance, la matrice de covariance de ce grand Z, qu'on a construit grâce à la fonction de covariance, ou variogramme, et on la split en blocs, une partie qui est la covariance des données, une partie qui est la covariance entre les données et les cibles, et une partie, que vous ne regardez jamais en général, qui est la covariance entre les cibles. C'est des matrices. Et ensuite, le clivage, c'est simplement une écriture matricielle à partir de ces blocs-là. Où ZD, c'est les données. Ça, c'est la matrice de covariance des données qu'il faut inverser. Et après, on multiplie par la covariance entre les données et les cibles. Et là, d'un coup, ça nous donne une carte. On a la valeur estimée sur tout le domaine. Vous voyez, une première difficulté, c'est que quand il y a 10 000 données, allez, 10 000, ça passe encore, 20 000 données, là, on commence à être un petit peu embêté. Faire ce sigma dd moins. Déjà, même pour calculer sigma dd, ça va être un petit peu compliqué. Bon, j'en reparlerai. Et puis, une autre matrice donc, que vous ne regardez pas forcément, mais qui est la matrice des résidus entre le clivage et la vraie valeur possible. La matrice de covariance des résidus. Voilà, cette matrice-là, en fait, elle va nous servir pour la simulation. Parce que quand on veut faire, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est non seulement avoir une carte, mais des fois, on veut avoir plusieurs scénarios. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des simulations qu'on appelle conditionnelles, qui sont en fait des simulations dans la loi conditionnelle des cibles, sachant les données. Et pour faire ça, en fait, il faut faire un clivage et ensuite rajouter un bruit qui a cette matrice de covariance. Et dans le cas gaussien, qui est, en fait, quand on fait des simulations, on est dans le cas gaussien, cette quantité ici, c'est l'espérance conditionnelle, et cette quantité ici, c'est la matrice de covariance conditionnelle. Voilà, je passerai, grosso modo, mon exposé, il est dans le cas gaussien, même si après, ces outils-là, ils sont à la base de modélisation qui construisent des choses à partir des champs gaussiens, mais nous, on restera gaussien pour simplifier, et puis parce que c'est essentiellement ce que je sais faire. Voilà, alors une première question, qui est comment on simule maintenant un vecteur Z qui a une matrice de covariance sigma très générale. Par exemple, celle que je vous ai montré juste avant. Vous connaissez peut-être l'algorithme de Cholesky, hein, qui est quelque chose, non? En fait, Cholesky, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une racine carrée. Je suis désolé, je ne connais pas trop le background des gens. C'est pas grave si vous n'avez pas tous les détails. L'idée, c'est que cette matrice, on peut racine carrée de matrice. Une racine carrée de matrice, c'est une matrice qui, quand on va la multiplier par sa transposée, c'est-à-dire la matrice qu'on a symétrisée autour de sa diagonale, on obtient la matrice de covariance. Si on sait faire ça, après c'est tout simple de simuler quelque chose qui a comme matrice de covariance sigma. Il suffit d'appliquer L, cette matrice-là, à un vecteur R qui est juste des gaussiennes indépendantes dans un vecteur. Et si on fait ça, on vérifie vite fait que la covariance de Z, par la linéarité de la covariance, la bilinéarité de la covariance, ça s'écrit comme ça. La covariance de R, c'est l'identité, puisque nos vecteurs ils sont indépendants. Nos composantes sont indépendantes, et donc à la fin, on retombe bien sur sigma. Voilà. Encore un problème, c'est que quand on a des grilles qui sont gigantesques, par exemple, alors déjà en 2D, on est vite gigantesque. En 2D, voici en 2D, on est vite gigantesque. En fait, si vous voulez faire une carte 200 par 200, vous avez déjà une grille de 40 000, donc 200 pixels par 200 pixels. Vous avez déjà 40 000 pixels, et ça, cet algorithme-là, il ne marche plus déjà avec la vieille géostat, on va dire. Donc, en fait, on ne fait pas tout à fait comme ça. On a des algorithmes qui nous permettent de faire des simulations non conditionnelles. Ça, on arrive à le faire avec des représentations spectrales de notre phénomène. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce petit truc-là, c'est-à-dire que notre variable aléatoire z de x, on la décompose en disant que c'est le clivage, plus z de x moins le clivage. Donc, petit tour de passe-passe. Et en fait, on peut montrer que ce truc-là, c'est indépendant du clivage. Et donc, en fait, pour faire une simulation conditionnelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clivage et on va ajouter quelque chose qui se comporte comme un résidu de clivage, mais qui est indépendant des données. Alors, comment on fait ça? Je vous montre. Là, on a des données en 1D, un profil. Vous imaginez un profil de profondeur, par exemple, le long d'une rivière. On fait un clivage. Donc, ça revient juste à tracer une ligne un petit peu lisse entre les points. On fait une simulation non conditionnelle. Et je vous rappelle qu'on veut ajouter à ce clivage quelque chose qui se comporte comme un résidu de clivage, mais qui est indépendant des données.
Donc, on fait une simulation non conditionnelle qui est indépendante des données. On l'échantillonne au niveau des données. On fait le crigeage de ce truc-là et on regarde le résidu de crigeage. C'est cette partie en gris qu'on vient plaquer là-dessus. Et à la fin, on a une simulation conditionnelle. C'est-à-dire une simulation qui respecte le modèle de covariance, la structure spatiale, et en même temps qui a le bon goût de passer par les données. Voilà. Donc, c'est ça, en général, qu'on utilise quand on n'arrive plus à travailler avec cette énorme matrice de covariance conditionnelle. Voilà, je vous montre la suite, la fin de l'histoire sur l'Écosse. Donc là, on a le crigeage. Là, on a l'écart type de crigeage, c'est la racine carrée de la variance conditionnelle, c'est-à-dire c'est ce qu'on va aller chercher sur la diagonale de la grosse matrice dont je vous ai parlé. Ça, c'est une simulation conditionnelle, donc c'est le crigeage plus quelque chose qui se balade autour du crigeage. Et puis, on peut faire plein d'autres choses en géostat, j'en parlerai pas pendant cet exposé, j'en parle juste maintenant. C'est qu'on peut aussi avoir des covariables, donc là, par exemple, la température, ça s'explique bien par l'altitude. Donc, quand on a des covariables, on peut aussi les mettre dans la moyenne, et ça fait des cartes qui sont beaucoup plus précises. Mais je ne traite pas ce cas-là, il viendrait alourdir mon exposé, et c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en compte dans tout ce que je raconte. Un dernier petit point sur la géostat, c'est que là, je vous ai parlé de la fonction de covariance comme étant juste une fonction de la distance. Donc ici, je vous représente en 2D la fonction de covariance entre un point et puis un autre point. Enfin, et tous les autres points sur la grille. Vous imaginez ici, vous avez un point, et vous regardez la covariance entre ce point-là et puis celui-là, vous allez la lire ici. Là, on a une covariance qui est isotrope. En fait, très souvent, surtout en sciences de la Terre, on a des choses qui sont anisotropes, c'est-à-dire que vous avez plutôt des phénomènes comme ça qui sont orientés avec des lignes de plus forte, enfin des directions de plus forte continuité. Voilà, et donc ça va beaucoup nous intéresser dans le cadre de SP2, vous allez voir pourquoi. Et ça revient juste en fait à faire un changement de coordonnées. Donc on fait une rotation des données puis dans la direction pour avoir la direction de plus forte continuité comme axe principal, et ensuite on fait des changements d'échelle selon chaque direction et on obtient cette simulation. Voilà, donc on va appeler H, je reparlerai, mais H, la matrice qui fait cette transformation de coordonnées. Voilà, donc j'ai fini sur le rappel de géostat. Vous avez des questions? Voilà un petit peu les idées avec lesquelles les idées de base avec lesquelles on travaille. Ça vous va? Des questions là. Comment? Il y a peut-être des gens qui ont des questions ici. Ah oui. On entend mal l'orateur, c'est 2h07. C'est ennuyeux. L'orateur, là je parle fort déjà, mais je suis vraiment tout près du haut-parleur. Vous m'entendez un peu mieux ou... Non, mais c'était avant que tu te rapproches, donc ça va mieux maintenant. D'accord, merci. Je vais faire très attention. Ok, donc alors, voilà, donc ça c'est la géostat. On a au centre de Fontainebleau, les gens ont appliqué ça, tourné autour de ça pendant plusieurs années avec un certain succès. Mais il y a quand même des soucis. Donc un premier souci que j'ai évoqué, c'est dès que vous avez plus de 10 000 données. Dès que vous avez plus de 10 000 données, ça ne marche plus. Donc ce que font les gens, donc là je vous montre le temps de calcul en fait qui augmente avec le nombre d'échantillons. Bon, c'était peut-être avec un vieil ordinateur que j'ai obtenu ça, c'était quelques années, mais voilà, c'est cubique en fait, donc ça peut vite grimper. Donc ce que font les gens là, c'est qu'ils font des voisinages, quoi. Ils prennent une cible et puis autour de la cible, au lieu de prendre toutes les données, ils prennent que les données locales. Ça marche très bien, sauf que quand le voisinage il glisse, ça crée plein d'artefacts. Dès qu'il y a des trous dans les données, ça fait des cartes qui sont pas forcément intéressantes. Donc il y a des gens qui ont développé une science du voisinage, notamment dans les logiciels industriels. Voilà, pour que ça ne se voit pas trop, mais c'est quand même pas très satisfaisant. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus. Le deuxième point, c'est cette histoire de structure, les anisotropies. Là, les anisotropies, enfin, même globalement la structure, on suppose qu'elle est stationnaire, elle est la même dans tout l'espace. Or, des fois, je vais vous montrer des petits exemples, on a envie de faire varier ça, quoi. Notamment quand des fois on a de l'information subsidiaire qui nous permet de faire varier ça, ou alors on a tellement de données qu'on voit bien que ce n'est pas stationnaire. Et donc, pareil, encore, les gens, des fois, ils travaillent avec des voisinages locaux où ils changent le modèle localement et ça ne fait pas des résultats non plus très satisfaisants. Après, c'est comment on travaille sur d'autres espaces que le plan. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Par exemple, la sphère. Si vous voulez commencer à travailler sur des données qui... Alors, même si vous ne travaillez pas sur toute la sphère, si vous travaillez à l'échelle d'un continent, en fait, vous allez avoir des problèmes parce que vous n'allez pas savoir quelle fonction de covariance utiliser, parce que les distances sur la sphère, les matrices de distance, elles ne sont pas tout à fait pareilles
que les matrices de distance dans le plan ou dans R3. Donc, alors, il y a des gens qui travaillent quand même sur ces sujets-là, mais juste sur la sphère. Mais bon, des fois, si demain je vous amène une centrale nucléaire qui est comme ça pour étudier les défauts sur la centrale nucléaire, vous allez devoir vous reposer la question à quelle fonction de covariance j'ai le droit sur cette centrale nucléaire. Donc, ça va poser quelques soucis. Et puis, le spatio-temporel. Je vais en dire un mot après. Et donc, les gens qui ont promu cette méthodologie, en gros, ils disaient qu'on peut répondre à toutes ces questions grâce à ce cadre. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a essayé d'investiguer. Donc voilà, ça c'est les anisotropies. Typiquement en géologie, on a des lignes de continuité qui suivent des couches géologiques qui sont plissées. Donc là, un modèle qui serait stationnaire, ça va pas le faire. Donc, après, un autre exemple, alors là, il n'y avait pas beaucoup de données. C'est un exemple en écologie marine. Donc c'est une densité de juvéniles de plis, de poissons. Donc les gens voulaient cartographier cette densité à partir de ces 50 données là, ou 40 données. Et ils avaient une hypothèse qui était que les densités de population se structuraient autour des lignes de niveau de la bathymétrie, de la profondeur sous-marine. Donc ils avaient la carte de bathymétrie ici. On a calculé les gradients de cette carte. Et en fait, ils voulaient que la structure spatiale soit conduite par ce gradient-là. Bon, après, on a vraiment, ça, c'est la chose qui attire le plus dans ce cadre SPDE, c'est la non-stationnarité, de pouvoir s'affranchir de la stationnarité, notamment au travers des structures. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et donc la sphère, alors les problèmes sur la sphère, j'en ai évoqué un, c'est quelle fonction de covariance utiliser. Et puis comment on gère les anisotropies sur la sphère, parce que sur la sphère, on a par exemple, très souvent, on voit si on regarde des simulations de modèles, par exemple, on voit des choses qui sont orientées le long de l'équateur sur des lignes parallèles à l'équateur. Mais là, quand on fait ça, en fait, on a l'impression que c'est une anisotropie seulement, mais en fait, ça devient une non-stationnarité, puisque comme le diamètre le périmètre à l'équateur est plus grand que le périmètre au pôle, enfin, en fait, on change la portée tout le long du pôle, enfin, de l'axe des pôles. Voilà. Et donc ça, avec la géostat classique, on ne sait pas faire, à ma connaissance. Et enfin, le spatio-temporel. Alors, le spatio-temporel, c'est pareil que le spatial, à part qu'on a une fonction de covariance maintenant qui est spatio-temporelle. On a h qui est la distance et t qui est le temps. Et là, tous les problèmes que j'ai évoqués, sauf celui de la sphère, mais tous les problèmes que j'ai évoqués, ils sont encore plus criants. Il y a encore plus de données en général en spatio-temporel, puisqu'on a plein de sites d'observation et pour chaque site, on a beaucoup de répétitions. Donc, par exemple, il y a on mesure par exemple l'ensoleillement à certains endroits tous les quarts d'heure, donc ça peut vite faire des masses de données importantes. Deuxièmement, comme il y a des répétitions temporelles, on voit bien que les choses des fois ne sont pas stationnaires. On a encore plus envie de modéliser des non-stationnarités. Et puis, les utilisateurs, quand même, ils sont un peu modélisateurs et ils aimeraient bien mettre un peu de physique, de composantes physiques dans leur modèle de covariance. Ils aimeraient, par exemple, que ça suive. Je vais montrer un exemple ici. Voilà, typiquement, alors là, c'était pour la pluie, mais on a le même problème avec l'ensoleillement. Typiquement, les choses, elles bougent pas comme une covariance classique, quoi. Elles bougent, il y a du transport, il y a du mouvement qui peut éventuellement changer de direction, il y a de la diffusion, il y a des choses comme ça. Et faire de la géostat avec ça, c'est pas forcément évident, avec les outils anciens. Voilà un petit peu ce qu'on espère, le type de problème qu'on espère résoudre avec SPDE. Ok, merci. Alors, je vais passer en mode, je vais peut-être pas sauter des parties. Alors, la première idée de la méthode, c'est d'essayer de discrétiser l'espace. Au lieu de travailler avec des fonctions qui sont continues, en fait, on va travailler sur un maillage de l'espace et on va essayer d'approcher notre solution par une espèce de combinaison des valeurs au sommet de ce maillage. On se ramène à un espace discret. Et on va essayer de construire des approximations qui soient markoviennes de notre fonction. Markovien, en 1D, markovien, ça veut juste dire que la loi de probabilité, par exemple en temporel, de ce qui se passe en t plus 1, sachant tout le passé, ça ne dépend que du passé immédiat. Donc ça, c'est un processus markovien. Et l'intérêt de ces processus markoviens, donc dans l'espace, on a la même chose. Vous imaginez un espace, vous avez une zone séparatrice et une troisième zone. Ce qui se passe dans la troisième zone, sachant l'ensemble, ne dépend que de ce qui se passe dans la zone séparatrice.
Et l'avantage de travailler avec des modèles markoviens comme ça, c'est que l'inverse de la matrice de covariance, je vais beaucoup en parler de cette matrice-là, c'est la matrice de précision sur l'ensemble du vecteur d'intérêt. Elle devient creuse. Creuse, ça veut dire qu'elle n'a quasiment que des zéros. Vous pouvez regarder, par exemple, si vous faites un modèle autorégressif en 1D, vous calculez cette matrice de précision, en fait, il n'y a que les deux voisins temporels immédiats et sur la diagonale où il n'y a pas de zéro. Sinon, tout le reste, c'est des zéros. C'est quand même, d'un point de vue, ne serait-ce que stockage informatique, c'est super intéressant. Et la deuxième chose, c'est que si on arrivait à tout écrire la géostat avec des matrices creuses comme ça, en fait, on a les physiciens, comme les physiciens travaillent avec des matrices creuses depuis très longtemps pour résoudre numériquement leurs équations, en fait, ils ont développé tout un tas de solvers qui sont extrêmement efficaces. Donc ça, c'est la première idée. Voilà. Et ça, les gens, ils ont essayé pendant longtemps d'approcher empiriquement les modèles géostatistiques classiques par des modèles markoviens. Alors, ça marchait un petit peu, mais ce n'était pas extraordinaire, jusqu'à ce que la grande idée de Lindgren et de ses co-auteurs arrive en 2011. Ils ont récupéré un vieux résultat des années 50, de matheux assez théoriques, qui nous montre, en fait, je vais en parler un peu plus en détail, que Z, une fonction aléatoire qui a une covariance, elle peut être vue comme la solution d'une certaine SPDE. Et donc, en discrétisant, en résolvant cette équation sur un espace discret, par exemple par des différences finies ou des éléments finis, en fait, on obtient quelque chose avec lequel on peut travailler de manière très intéressante. Alors, d'abord, je vous montre la première idée, comment on va l'utiliser. Je repars de mes slides de tout à l'heure avec le clivage. Et maintenant, au lieu de travailler avec sigma, je travaille avec son inverse, la matrice de précision, pareil que je découpe en blocs. En utilisant le fait que sigma, c'est l'inverse de Q, vous allez pouvoir utiliser des relations entre les termes. Je ne vous la démontre pas, mais en fait, ce clivage, si on utilise ces blocs-là au lieu d'utiliser les blocs de sigma, il serait écrit comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, on n'a rien gagné parce que finalement, tu avais une inverse sur le nombre de données. Maintenant, tu as une inverse sur l'ensemble des points où tu ne connais pas ta solution. Celle-là, a priori, elle est beaucoup plus grosse que celle-là. Oui, mais elle est creuse en fait. Et comme elle est creuse et pleine de zéros, en fait, résoudre ce système, ça va être beaucoup plus facile. Et comme tout est creux, ne serait-ce que stocker l'information informatiquement, ça devient tout à fait envisageable. Voilà, donc ça, c'est pour le crigeage. Et pour la covariance, encore une fois, elle vous intéresse peut-être moins, cette matrice, mais pour nous, elle est importante. Voilà, on a juste l'inverse de la covariance, de la matrice de précision de ce bloc-là. Alors, je vous montre un solver, une façon de faire. En 2D, cette façon de faire, elle va toujours fonctionner. Dès qu'on va passer en 3D ou en spatio-temporel, il va falloir travailler un petit peu là-dessus, ce qu'on a travaillé. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais en 2D, une fois qu'on a ça, c'est super simple de faire le crigeage et les simulations. On refait la décomposition de Cholesky, mais cette fois-ci de QTT maintenant. Il y a des solvers qui font ça, même sur des matrices de taille 1 million. En 2D, on arrive à faire ça. Et ensuite, le crigeage, il est obtenu en remplaçant QTT par l'inverse de ça. Je vais vite, hein, mais grosso modo, ça revient à résoudre deux systèmes triangulaires. Donc, une fois qu'on a fait la décomposition de Cholesky, tout le calcul, il est là. Après, on a juste deux systèmes triangulaires à résoudre, c'est-à-dire des systèmes qui ont la moitié de zéro au-dessus de la diagonale. Ça se fait de manière... C'est presque gratuit en termes de temps de calcul informatique. Et la simulation, on rajoute un résidu qui est simulé selon QTT. Il suffit de résoudre ce système-là, où U, c'est un vecteur de gaussienne indépendante. Donc, une fois qu'on a fait la décomposition de Cholesky, on peut faire tout de suite, en une seconde, on peut faire 100 simulations conditionnelles sur des grilles de taille, par exemple 300 par 300, c'est instantané. Voilà, donc ça, c'est le premier point, on va dire, d'un point de vue des performances. Et vous voyez que ça ne dépend plus du nombre de données, en fait. Le nombre de données, il est juste ici, et ces termes-là, ils sont quasiment gratuits à calculer. D'un point de vue, encore une fois, c'est coût numérique. Je parle toujours en coût numérique. Donc, en fait, on peut travailler avec 10 millions de données si on veut. Ça ne pose absolument plus aucun problème. Donc, ça, c'est la première idée. Alors, la deuxième idée, maintenant, je suis obligé de rentrer un tout petit peu dans le dur au niveau de SPDE. Ce n'est pas forcément complètement trivial. Voilà. Ça va ? Oui. Alors, la première chose, c'est que c'est limité à une classe de fonctions de covariance qui sont les covariances de Matern. Alors, les covariances de Matern, elles ont un succès pas possible en stade spatial. Tout le monde les utilise. Donc, vous oubliez le sphérique, vous oubliez toutes ces curiosités
avec lesquels dans mon labo on a beaucoup utilisé, qu'on utilise d'ailleurs encore. Et on travaille avec cette classe-là. Alors, elle est un peu compliquée à écrire mathématiquement, mais on va retenir juste 3 points. Elle a 3 paramètres, en fait. Elle a un paramètre d'échelle ou de portée, hein, qui mesure la longueur à partir de laquelle on est plus corrélé. On a un paramètre de variance, ça c'est le palier du variogramme. Et puis, on a un troisième paramètre qui est un paramètre de régularité. Donc, je vous montre un exemple. Si vous prenez ce paramètre égal à 1,5, voilà la covariance que vous avez. Et voilà une simulation selon cette covariance. Ça, en fait, ce cas-là, c'est la fonction de covariance exponentielle. Donc, celle-là, on ne l'a pas perdue dans l'affaire. On récupère la. Donc, hyper simple, en fait. Cette fois, ça devient super simple. Ça s'écrit exponentielle moins h sur a, dans le cas où nu égale 1,5. Après, si j'augmente la régularité, bon, c'est une simulation, voilà le type de covariance que j'obtiens. Si j'augmente encore et encore, à la fin, je retombe même sur la covariance gaussienne, qui est la covariance qui est super régulière. Voilà, donc c'est une famille qui est vraiment très flexible. Et alors, pourquoi on travaille avec cette famille? Parce que justement, le vieux résultat mathématique dont je vous parlais tout à l'heure, il nous dit qu'une fonction aléatoire ou un champ aléatoire qui a comme covariance cette covariance de ma terme, elle s'écrit comme la solution de cette SPDE. Là, je suis obligé de prendre un petit peu de temps quand même pour vous décrire un petit peu les termes qu'il y a là-dedans. Alors déjà, il y a de quoi je parle? Je parle déjà, ça c'est le Laplacien, le delta. Le Laplacien, c'est la somme des dérivées secondes de la fonction à laquelle on l'applique le long de chaque dimension. Bon, ça on va dire c'est classique, c'est une dérivée seconde, une somme de dérivées secondes. Après, on a un bruit blanc. Donc pour l'instant, le bruit blanc, représentez-vous ça comme quelque chose qui en chaque point prend une valeur qui est indépendante du reste. Là, Après, vous avez un paramètre kappa ici qui est l'inverse du paramètre d'échelle de la fonction de covariance. Et après, vous avez un paramètre alpha ici à la puissance. Donc, c'est une puissance d'opérateur. C'est-à-dire qu'on applique, par exemple, si alpha était égal à 4, on aurait alpha sur 2 égale 2. Et donc, ça veut dire qu'on appliquerait 2 fois cet opérateur à la fonction. Et donc, le alpha, il est lié à la régularité. Le nu, c'est la régularité de la fonction de ma terme. Et ça se comprend bien. Le bruit blanc, c'est quelque chose qui est complètement irrégulier. Et si je veux obtenir un bruit blanc en dérivant plusieurs fois, je vais être obligé de dériver plus de fois quelque chose qui est très régulier pour obtenir quelque chose qui est très, très irrégulier. Voilà. Et le taux, on l'oublie, c'est un paramètre de normalisation qui me permet d'avoir les variances à 1. Là, je les écris, ces paramètres qui nous pourrissent la vie, en fait, puisqu'on n'arrive jamais à avoir les bonnes variances et tout. Dans mon exposé, je vais de plus en plus les évacuer. Dites-vous que je mets tout dans le bruit blanc. La variance du bruit blanc, je la détaille pas pour pas encombrer les slides. Voilà, donc ça, c'est le vieux résultat et c'est l'idée de Lindgren et ses co-auteurs d'utiliser ce résultat. Le bruit blanc, je passe. Je risque d'en avoir un peu plus tard, mais je passe. Et ça, je passe. Je vais donner 5 minutes. Et ça, je passe. Je vais le payer en fin d'exposé. Mais... Alors, comment on utilise ce... J'ai peur de dépasser trop, donc comment on utilise ce résultat? Je vais vous montrer comment on va discrétiser en fait la solution de cette équation différentielle. On va le faire avec des différences finies. C'est relativement simple, les différences finies. On va travailler sur une grille régulière, et on va considérer les points. Donc c'est notre espace discrétisé, et on travaille sur ZIJ. IJ, c'est les indices de la grille, une grille 2D. On prend alpha égale 2 aussi, pour simplifier. On ne traite pas pour l'instant les autres cas. Voilà, donc on a un simple opérateur qui est des dérivées secondes dans toutes les dimensions de l'espace d'une fonction z, et c'est égal à un bruit blanc. Et si on fait des différences finies là-dessus, ici vous avez la dérivée en x. Vous faites zi plus 1j moins zi j divisé par le pas de la grille, ça vous fait la dérivée en x. Ici, vous avez aussi la dérivée en x, mais décalée un petit peu. Et donc, quand vous faites l'écart entre les deux et que vous redivisez par dx, vous avez la dérivée seconde en x. Vous faites la même chose pour y, vous avez la dérivée seconde en y. Et donc, finalement, cette équation-là, discrétisée sur une grille, ça donne kappa 2 zij, le point sur lequel on est en train de travailler, moins la somme des dérivées dans chaque dimension. Égale quoi? Égale un bruit blanc. Donc, là, on prend un WIJ qui est une valeur gaussienne en chaque nœud de la grille, avec une certaine variance. Ça, c'est l'idée. Si vous regardez ce truc-là, vous voyez qu'en fait, on peut l'écrire sous une forme
si vous mettez tous les ZIJ, vous les mettez dans un grand vecteur que vous avez lu dans l'ordre lexicographique. Vous avez lu la grille dans un ordre lexicographique, vous mettez tout ça dans un grand vecteur, vous vous rendez compte qu'en fait, et que vous mettez pareil tous les W dans un autre grand vecteur, grand W, vous vous rendez compte qu'en fait, on a une relation très simple entre le vecteur Z et le vecteur W. C'est juste BZ égale W, où B, c'est une matrice sur laquelle il y a plein de zéros, puisque ça ne dépend, on a fait intervenir que les voisins immédiats du point qui nous intéresse. Je vous la montre, B, hein, si ça, là c'est la grille, je m'intéresse à une ligne de B, là c'est la matrice B, je m'intéresse à une ligne de B, bah, comme dans les modèles autorégressifs tout à l'heure, on n'avait que les deux voisins qui comptaient, là on a les deux voisins horizontaux, et on a aussi les deux voisins verticaux qui sont un peu plus éloignés, ici, dans le rangement de la grille. Voilà, donc ça c'est B. Ensuite, j'applique la covariance des deux côtés de cette équation. Comme W, c'est un vecteur de bruit blanc, sa covariance, c'est l'identité. Et puis ici, bah, comme tout à l'heure, j'utilise la bilinéarité de la covariance. Et voilà la matrice de covariance de BZ. C'est B fois la covariance de Z fois B transposé. Ensuite, j'inverse pour faire passer B de l'autre côté. Et puis, je réinverse le tout. Enfin, c'est un petit calcul de coin de table. Pour voir à la fin que la matrice de précision de l'ensemble sur toute la grille, c'est B transposé fois B. Et si je vous montre B transposé fois B, elle est un peu grossie, elle est un petit peu moins creuse, parce que voilà, ça se propage en fait. Quand on multiplie, chaque fois qu'on va multiplier par B, ça va se propager d'un rang. Hein, donc. Mais elle reste encore très très creuse. Donc là, on ne le voit pas parce que j'ai pris une toute petite grille, mais imaginez une grille de taille 1 million, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir quelques toutes petites surfaces de la matrice qui sont non différentes de 0. Et en plus, en stationnaire, c'est tout le temps les mêmes valeurs qu'on a sur la grille. Donc on peut stocker juste une ligne et ça suffit pour un autre bonheur. Voilà, donc ça, je crois que j'ai à peu près tout dit sur SPDE, là, sur la partie de comment on utilise le résultat. Donc, je fais un petit résumé. Hein. Je reviens un tout petit peu en arrière, je ne vais pas faire ça. Mais... Vous vous rappelez, on était ici. On a dit que quand c'était creux, on arrivait du coup à faire crigeage et covariance conditionnelle. Maintenant, je viens de vous montrer comment construire une matrice creuse grâce à la représentation sous la forme d'une solution d'une SPDE. Bon, là, sur les conseils de Fred, je vais sauter la partie qui vient. Je vais juste la survoler. Ça, c'est bien beau. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais moi, mes données, elles ne sont pas sur une grille. Je ne travaille pas forcément sur des grilles. Et puis, en plus, les différences finies, ça ne marche pas très, très bien dès qu'on veut généraliser un petit peu. Donc, l'approche qu'on utilise, en fait, pour discrétiser notre solution, c'est ce qu'on appelle les éléments finis. Alors, les éléments finis, ça passe par un maillage, par exemple, une triangulation du domaine. Dans les premières versions, on mettait chaque donnée était sur un sommet de la triangulation. Après, on a abandonné ça. Et ça, je passe. Ça, je passe. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que notre fonction aléatoire, en fait, on la discrétise. Voilà, elle est là, la fonction qu'on essaie d'approcher. On va la discrétiser comme une combinaison linéaire de petites fonctions chapeaux. Là, vous voyez ces petites fonctions qui valent 0 dès qu'on s'éloigne, dès qu'on est plus voisin sur la triangulation. Et on va avoir une représentation de cette fonction par cette fonction. Et ce qui va nous intéresser, nous, maintenant, ça va être les vecteurs aléatoires ZK, parce que la fonction, elle est connue. Voilà. Et donc, on peut faire le même type de raisonnement que ce qu'on a fait sur la grille tout à l'heure, et à la fin, on arrive... Ça m'embête de sauter tout, non, mais je risque de le payer à un moment donné. C'est pas grave, je broderai en disant que tout est là. On arrive à nouveau à construire la matrice de précision du vecteur Z, qui est le coefficient de la combinaison linéaire. Voilà, c'est pas très très compliqué, mais il faut quand même prendre un peu de temps pour regarder ça. Et encore une fois, cette matrice, elle est creuse, ou presque. Il y a un petit truc pour la rendre creuse, mais je ne rentre pas dans les détails. Tout ça, c'est des techniques qui sont en fait, dont on hérite des numériciens, physiciens qui font ça tous les jours quand ils veulent faire résoudre numériquement une EDP, pardon, une équation dérivée partielle. Et avec le petit truc du bruit blanc qu'eux, ils n'ont pas et que nous, il faut qu'on apprenne à gérer ça. Voilà. Donc, je passe. Je vous montre maintenant. Alors,
Donc nous, je suis dans une équipe de géostats, donc quand on arrive avec des nouvelles méthodes, des nouvelles choses, on veut toujours regarder comment ça se compare par rapport à la vieille géostat. Et notamment, est-ce que quand on est dans les mêmes conditions, par exemple, si on prend une fonction de covariance KBCL, qu'on fait un clivage classiquement, est-ce qu'avec SP2, on retrouve la même chose? Alors, on a fait un petit test avec 300 données. Ça, c'est le clivage classique, attention. Et là, je vais passer au clivage SP2. Voilà, vous n'avez rien vu. Là, c'est l'écart type de clivage classique. Avec SP2, il y a des petites nuances. Mais en fait, si jamais on raffine le maillage, ça converge en fait. Donc, on arrivera toujours à exactement le même résultat. Mais bon, petit à petit, on est en train de s'affranchir du vieux clivage en se disant que, vu tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces approches, peut-être que ce n'est pas si grave si on ne reproduit pas exactement le vrai clivage. Voilà, la comparaison des clivages, c'est assez proche. Et la comparaison des écarts types, on est quand même pas mal. Et si vous n'êtes pas content, vous raffinez le maillage et vous prenez un petit peu plus de temps. On a vu empiriquement qu'il fallait avoir un maillage pour le clivage, un maillage d'à peu près 1/11e de la portée pratique. Donc la portée pratique, c'est la distance à partir de laquelle vous avez atteint 95% de. Vous arrivez à 0,05, enfin à 5% de la variance totale. Pour le clivage, vous maillez à 1/11e de la portée pratique et ça vous donne de super résultats. En simulation, il faut mailler un peu plus finement parce qu'on veut reproduire des petites fluctuations locales. Mais avec 1/14e de la portée pratique, on voit rien. En tout cas, on voit moins que ce que les vieilles méthodes Geostat montraient, parce qu'elles aussi, elles ont des paramètres comme ça à choisir. Voilà, un clivage avec 10 000 points de données, j'aurais pu en mettre 100 000 en fait. Mais après, on ne verrait plus rien, mais ça, c'est instantané. Voilà, une simulation conditionnelle vieille méthode. Alors, les petits traits qu'on voit, ça, c'est en défaveur de la méthode, c'est un problème de graphique. Et voilà ce qu'on obtient avec SP2. Voilà, une simulation, une deuxième simulation. Donc, on leur montre qu'on reproduit bien la texture, qu'on reproduit bien la variabilité, etc. Et après, et ça, je vais aussi passer un petit peu vite, après, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait plus besoin de mettre un point du maillage au niveau de chaque donnée. Parce que finalement, ça devenait très, très difficile de mailler notre domaine, de faire une triangulation. Quand on avait 100 000 points, il fallait que chaque point soit au sommet, ça devenait très difficile. En plus, pour avoir des beaux triangles, il fallait en rajouter autour. Et on se retrouvait vite avec des matrices QTT là, qui étaient assez grandes et c'était problématique. En fait, maintenant, on ne s'embête plus, on fait une grille avec un pas qui dépend de la portée des échelles, en fait. Hein. Et puis ensuite, on met une barre sur chaque diagonale de la grille. On a plein de triangles comme ça et on travaille avec ça. Et en fait, la donnée, si elle n'apparaît pas sur un point de la grille, en fait, on l'interpole grâce à ces petites fonctions chapeau. On regarde. Et donc, notre modèle d'observation, c'est la donnée, c'est égal à une matrice fois le vecteur de nos inconnus, c'est-à-dire les valeurs au point du maillage, plus une petite erreur de mesure qu'on met juste pour des raisons mathématiques. On peut mettre là une variance très très petite là-dessus. Là, on se retrouve du coup avec cette matrice de covariance pour les cibles, les inconnus et les données, la matrice de précision associée, et voilà les formules du clivage et de la covariance conditionnelle. Là où c'est intéressant, je passe un tout petit peu de temps, c'est que on n'est pas obligé de conditionner aussi juste par des données ponctuelles. On peut considérer, avec ce type d'approche, on peut conditionner par des moyennes régionales, par exemple. Typiquement, quand on veut faire du downscaling, on a des images satellites, par exemple, on a des images satellites à une certaine échelle, et on voudrait simuler ce qui se passe localement, conditionnellement, à ce qui se passe à l'échelle supérieure. Mais on peut utiliser ça. C'est-à-dire que notre maillage, il va être très très fin. Par contre, ZD, ça va être A fois les valeurs au point du maillage, et A, vous allez mettre dedans l'opérateur qui fait la moyenne, en fait, locale de ce que vous avez. Donc là, on travaille sur un problème en sismique en ce moment où on a ça. Alors, ce n'est pas une moyenne locale, c'est une convolution du signal. Les gens, ils ont des énormes blocs sismiques et ils veulent, pour des problématiques de stockage de CO2, ils veulent inverser leur modèle sismique. Et donc, on est en train de travailler avec ce type d'outil. Voilà, avec ça, on peut faire du multivariable, on peut faire tout un tas de choses. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer une simulation. Alors, on n'a pas utilisé Cholesky, là, on a utilisé des algos qu'on a développés, nous, par la suite pour s'adapter à ce cas-là. Et ça, en quelques secondes, on peut avoir une simulation 3D sur une grille de plusieurs millions de pixels. Et avec une qualité qui n'a vraiment rien à envier avec ce que faisaient les vieux algorithmes de Geostat. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, performance, grand jeu de données. Voilà.
Après, là, je vais vous montrer ce qui se passe pour généraliser au modèle. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on aimerait bien, nous, des anisotropies variables, des choses comme ça. Donc, on repart de la SPDE initiale. Mettre une anisotropie, c'est juste remplacer le Laplacien par cet opérateur. Cet opérateur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est celui-ci, c'est la somme des dérivées secondes dans chaque dimension. Et celui-là, ça va être une combinaison linéaire des dérivées simples et croisées dans chaque dimension. En fait, ça va nous permettre, on va avoir la dérivée par rapport à x et par rapport à y. Et en prenant nos coefficients h comme étant la matrice, vous vous rappelez, qui transforme les coordonnées pour créer des anisotropies, en fait, à la fin, on a bien une covariance qui a la bonne anisotropie. Donc ça, on passe de l'isotrope à l'anisotrope très facilement. Et ensuite, pour avoir des anisotropies variables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme les physiciens, il faut travailler avec un modèle qui est plus homogène. C'est-à-dire qu'on va avoir une matrice d'anisotropie qui varie dans l'espace. Et d'un point de vue de la construction, ça revient juste à, là comme j'en ai pas parlé de type de matrice, ça revient juste à modifier très légèrement les matrices des éléments finis, enfin, ou des différences finies, quoi. En fait, ça revient sur chaque... Localement, quand on traite un triangle, de la triangulation, en fait, on fait juste un petit changement de coordonnées pour prendre en compte l'anisotropie locale au niveau de ce triangle. Donc, ça se fait immédiatement et ça nous permet d'avoir, par exemple, des simulations qui vont suivre les couches comme ça. Donc, ça, c'est une simulation qu'on a échantillonnée sur 5 puits, par exemple, en mine. On fait des trous comme ça, on mesure la teneur d'un composant le long de tout le long du puits, et ensuite, on veut faire une carte de ça. Et si on a le bon modèle d'anisotropie, on va avoir un crigeage qui va être comme ça et qui va vraiment suivre les lignes de plus forte continuité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait difficilement avec la géostat classique. Bon, ça, c'est un exemple avec des structures plus complexes. Je vous montre une simulation avec une anisotropie en spirale. Donc, on peut faire des choses comme ça. Donc, ce n'est pas très utile. Je reviens au cas de l'halieutique. Vous vous rappelez, ici, vous avez une carte avec un modèle constant dans l'espace. Et là, ici, c'est une carte où j'ai pris en compte le modèle d'anisotropie qui avait été fourni par la bathymétrie. Et donc, en fait, cette carte, elle a beaucoup plu aux écologues, puisqu'ils voyaient l'estuaire, ils voyaient des choses qu'ils s'attendaient à voir. Bon, maintenant, il faudrait quand même qu'on pousse un petit peu pour voir. Elle est certes plus jolie, mais statistiquement, est-ce qu'elle est plus valable que celle-là? Et là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Et sur la sphère, j'ai presque... Enfin, je ne sais pas comment je vais faire la dernière partie. Sur la sphère, en fait, on va travailler avec ce qu'on appelle l'opérateur de Laplace-Beltrami. Une sphère, en fait, c'est une variété, globalement, une surface 2D dans un espace 3D. Si elle est suffisamment régulière, ce qui est le cas de la sphère, on peut dire que localement, c'est un plan. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on fait une carte dans un système de projection. Donc, localement, c'est un plan. Et en fait, on va travailler avec la trace de cet opérateur sur le plan local. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de Laplace-Beltrami. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez juste besoin de mailler votre sphère, ce qui n'est pas forcément simple, hein, mais ça, il y a des mailleurs qui sont disponibles en open source. Vous maillez votre sphère et ensuite, en changeant presque rien, vous récupérez tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et voilà une simulation sur la sphère d'un modèle de Materne, si vous voulez, solution d'une SPDE sur la sphère. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Et surtout, ce qu'on arrive à faire, c'est des anisotropies, ce qui n'est pas possible avec la géostat usuelle. Voilà. Maintenant, ça c'est notre doctorant. Alors, on a un doctorant, Mike Pereira, qui a énormément fait avancer ce domaine-là. Et lui, il s'est amusé à la fin à montrer qu'on n'était pas contraint à la sphère, qu'on pouvait simuler aussi des choses, ou faire du crigeage sur des variétés qui sont un peu plus complexes que la sphère. Bon, l'application n'est pas forcément évidente, mais ça peut susciter un peu notre imagination. Alors, on avait travaillé notamment dans un des projets qui avait initié, c'était un projet ANR, et c'était sur des modèles numériques de terrain. C'était pour l'armée. L'armée, je peux. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. Et là, il voulait absolument considérer que la Terre n'était pas une sphère, mais un ellipsoïde. Donc là, il fallait redévelopper. Enfin, c'était très utile d'avoir ce genre d'approche. Voilà, donc j'en arrive au spatio-temporel. Je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que j'ai sauté pas mal d'étapes. Mais
l'idée, c'est que maintenant, on va travailler. Je vais aller vite, c'est quasiment que des animations. Je ne regardez même plus les équations, mais l'idée, c'est on va travailler maintenant avec une fonction qui dépend de l'espace et du temps. Et on va travailler avec des modèles du premier ordre, c'est-à-dire qu'on va juste s'intéresser à la dérivée une fois en temps. Et on va travailler avec la dérivée donc, par rapport au temps, plus un opérateur spatial qui va être un polynôme de Laplacien. Vous vous rappelez de kappa2 moins delta, c'est un polynôme de Laplacien, mais on peut travailler avec plein d'autres polynômes de Laplacien. Égale quoi? Égale maintenant un bruit spatio-temporel. Les bruits spatio-temporels, on se restreint un peu. On va dire que dans le temps, c'est du bruit blanc, c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps, si vous voulez, bon, c'est continu, donc parler de pas de temps, c'est un peu abusif, mais disons, grosso modo, à chaque pas de temps, c'est indépendant, ce qui se passe. Par contre, ce que vous rajoutez spatialement, c'est structuré. Votre bruit a une structure spatiale. Ça nous aide, en fait, ça généralise un petit peu les modèles. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme structure spatiale? On va prendre la solution d'une SPDE, comme maintenant on ne travaille plus qu'avec ça. Hop. Voilà. Donc, voilà le type de modèle avec lequel on peut faire de spatio-temporel. Vous allez avoir une covariance spatio-temporelle. Alors, on n'a plus d'expression pour la covariance spatio-temporelle quand on travaille avec ces modèles-là. Par contre, on arrive à écrire ça comme une transformée de Fourier spatiale de cette quantité-là. J'ai peur de me lancer dans des trucs là. Laissez-moi juste 2 secondes voir comment je tourne les choses. Bon, si, c'est pas encore trop douloureux. C'est douloureux pour moi aussi. Hein. C'est un doctorant à nous qui a fait ça et j'ai peiné à le suivre et à synthétiser ce qu'il avait fait. Mais ça nous amène quand même, ça nous éclaire un petit peu sur certains points. Notamment, on voit que on voit que si on prend ce qui se passe à U égale 0, c'est à U égale 0, quand le temps vaut 0, finalement, ce qu'on retrouve, c'est un modèle spatial. Quoi. À U égale 0, en fait, on se rend compte que on se retrouve avec la transformée Fourier inverse de 1 sur D. D, c'est le produit du polynôme de gauche et du polynôme qui nous sert à construire le bruit spatial ici. Et pourquoi c'est intéressant? Non, c'est pas intéressant. Ça m'oblige, c'est pas intéressant. Ça fait 1 heure. Voilà, j'accélère. Bon, bref, j'accélère le spatio-temporel, je le bâcle un peu. Qu'est-ce que je montre? Je montre qu'en fait, en fonction de ce qu'on prend comme polynôme à gauche et comme polynôme à droite, on a toute une famille de modèles spatio-temporels qui vont des modèles séparables. Le modèle séparable, ça va être celui où on met l'identité à gauche et on met tout à droite, c'est-à-dire tous les degrés dans le polynôme de droite. Et voilà, typiquement, 3 modèles. Quoi. À gauche, le séparable. À droite, celui qui n'est pas du tout séparable. Alors celui-là, il n'est pas très plaisant parce que les covariances spatio-temporelles sont très persistantes dans le temps, donc on a l'impression que les choses évoluent très peu. Et puis là, on a toute une classe intermédiaire que j'ai appelée des modèles de Sigrist, c'est lui qui a un peu suggéré ce truc-là. Bon, ça, c'est la discrétisation, ce sera fait d'après, en aparté, mais on fait, grosso modo, l'idée, c'est que en spatial, on fait des éléments finis, et en temporel, on utilise un schéma de l'air implicite. C'est un modèle autorégressif, en fait, hein, tout simplement. Et puis, normalement, ça marche. Voilà le type de simulation qu'on peut avoir. Donc là, c'est le modèle séparable. Alors moi, à l'œil, si vous montrez les 3 que je vous montre, je sais maintenant repérer tout de suite, je le vois tout de suite, le séparable, il n'est pas terrible. Quoi. Il n'y a pas de diffusion, en fait. Et ça, c'est en gros ce qu'utilisent les gens quand ils font des stats spatio-temporels et qui ne veulent pas avoir des problèmes de calcul trop importants. Ça, c'est le modèle qui est complètement non séparable. Donc lui, on voit qu'il y a de la diffusion. Ça, c'est un modèle intermédiaire. Je ne vais pas le montrer, il est entre les deux. Ça, je passe, ça, je passe. Et ça, ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est de rajouter de l'advection. J'en ai mis beaucoup de l'advection, mais voilà, ça va vite. Quoi. Ça se déplace. Quoi. Non seulement il y a de la diffusion, mais en plus, il y a de l'advection. Si on veut modéliser des nuages, ou modéliser de la pluie, ou modéliser des choses comme ça peut être très utile, ce type de modèle. Notamment quand on va devenir non stationnaire, parce que des fois, il y a des champs de vecteurs, par exemple le vent qui va contrôler en fait l'advection. Et ça, on ne saurait pas faire avec les approches classiques. Et voilà. Puis là, il y en a un dernier où c'est un modèle non stationnaire. Il n'y a pas encore d'advection, mais par contre, la diffusion se fait le long des lignes de niveau. Ça va vite?
Bon, voilà, j'ai à peu près fini. 1 heure, ça fait. Je suis désolé, j'ai été un peu bavard. Mais voilà, en gros, les 3 conclusions, ça nous semble vraiment une approche très, très prometteuse, hein, sur de nombreux cas. En fait, maintenant, on utilise ça et ça, on commence à bien savoir bricoler avec. Et ça, c'est vraiment, ça va vite, ça fait des très belles cartes et ça permet d'intégrer de l'information a priori sur les structures. La plupart de ce que j'ai présenté, c'est implémenté ou en train d'être implémenté dans une librairie open source qui est en C++, qui s'appelle GST-Learn et pour laquelle on fait un wrapper en R et un wrapper en Python. Voilà, donc ça va aller, elle est déjà disponible, c'est sur demande et elle va sortir officiellement au mois d'avril 2023. Et maintenant, le vrai challenge sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est inférence des paramètres. Parce qu'à chaque fois, je vous montre des champs d'anisotropie qu'on m'a fournis, mais des fois, les gens, ils n'ont pas forcément ces cartes de vecteurs. Et donc, ils voudraient qu'on leur estime aussi ces cartes-là. Donc, avec SP2, on peut faire du maximum de vraisemblance. Hein, on récupère tous les outils numériques, on les récupère. Par contre, quand il y a beaucoup de paramètres, on est embêté comme les autres, hein, pour avoir ces cartes de vecteurs ou ces cartes de... Voilà, à peu près ce que je voulais dire. 1 heure, Bon, merci Nicolas. Maintenant, on va passer aux questions. Peut-être on peut voir si on peut commencer par ceux qui sont en Zoom pour ne pas vous oublier. Donc, si vous voulez bien, si vous avez des questions à poser, vous présentez et voilà. Oui, Fred, vas-y. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'exposé. Enfin bon, tu as passé plusieurs parties, donc moi je pense que j'aurais eu du mal à suivre de toute façon. Donc, mais ça a quand même éclairé pas mal de choses, donc merci, et ça c'était très bien. J'avais 2 questions. Tu avais dit en début d'exposé que tu parlerais des limites de SPDE. Alors j'en ai vu un petit peu à certains endroits, mais est-ce que tu pourrais un petit peu résumer ce que tu vois comme limite à cette technique-là? Et la deuxième question, c'est la toute dernière phrase de ta conclusion. Finalement, dans ce que tu as présenté avant, c'est plutôt de la simulation que de l'estimation de paramètres, c'est ça? Enfin, voilà, je voulais juste que tu précises ça. Vous m'entendez? Je sais pas. Oui, effectivement, là, j'ai présenté juste la partie construction du modèle, crigeage, simulation. Dans le cas gaussien, l'inférence, on saura écrire la vraisemblance et on va bénéficier en fait des matrices creuses et on va réussir quand même à calculer assez rapidement la vraisemblance, même quand il y a des centaines de milliers de données. Donc ça va être intéressant. On sait, sous réserve que quelqu'un nous fournisse un optimisateur, on va savoir maximiser la vraisemblance. Il se trouve que là, maintenant, les gens, ils n'ont plus envie seulement d'avoir juste une portée et une variance. Ils veulent aussi estimer tout un champ d'anisotropie. Ils deviennent gourmands, en fait, les utilisateurs, quand on leur propose ça. Ils disent, oui, c'est bien beau, vous nous vendez un truc qui fait de l'anisotropie variable, mais moi, je mets quoi comme anisotropie variable? Donc, il faut, comme il y a des centaines de paramètres, voire des milliers de paramètres, il faut des solveurs, en fait, des maximiseurs de vraisemblance qu'on n'a pas forcément à disposition pour ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça concerne le maillage. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir des toutes petites portées, il va falloir mailler assez finement. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et notamment quand on a des anisotropies variables, il va falloir, si on veut bien mailler, comme la portée change dans chaque direction. Là, ce qu'on fait quand on est en stationnaire, anisotrope, on met des maillages fins dans les directions où les portées sont petites et des maillages grossiers dans la direction où les portées sont grandes. Mais quand on a un truc comme la spirale, là, finalement, il n'y a pas de direction où c'est grand et petit. On peut toujours être petit. Il y a toujours des endroits où les portées vont être petites. Donc, on est obligé il faudrait savoir mailler ça. Après, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la variance de crigeage dans l'affaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, on peut faire 100 simulations, faire la moyenne des simulations. La variance des simulations, on aura la variance de crigeage, mais on n'a plus de formule facilement calculable pour la variance de crigeage. Et voilà, c'est un peu les trois limites que je vois. Par rapport à la géostat. Encore une fois, je me positionne par rapport à une géostat classique. Après, il faut savoir que les gens qui ont promu ces approches, eux, ils utilisent ça dans des modèles hiérarchiques, des modèles bayésiens hiérarchiques, où ça, c'est une couche latente, et ils utilisent INLA, voilà, qui permet de travailler avec ça. Donc, non, il y a quand même, c'est-à-dire pour faire du bayésien, c'est intéressant. Je ne vois pas énormément de limites, à part celles que j'ai évoquées. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui, merci. Tu abaisses la main, Fred. D'autres questions? Ici, des questions. J'avais une remarque, juste qu'on en discutait la dernière fois, je pense que ça peut aussi un peu ce que tu disais sur l'exemple sur la sphère. Là. Le problème de faire de la géostat sur une petite zone avec des distances euclidiennes classiques, ça marcherait, et d'avoir cette bonne géométrie sur la sphère qui permet justement d'étendre les informations à un continent, des choses comme ça, et donc, ou de tenir compte d'informations, des points sur certains espaces et puis des informations plus globales à d'autres. Je pense que ça, c'est une chose qui peut aussi vous intéresser. Voilà. Puis avoir cette dynamique et ces données qu'on a maintenant sur les données Jedi ou sur des données autres, on a des cubes de données énormes, spatiales et temporelles, et typiquement, c'était pour ça. Si on travaille avec des gens qui travaillent avec des images satellites, mais eux, c'est des satellites qui font des traces, quoi. Donc ils n'ont pas la donnée partout. Donc ils veulent savoir quand le satellite passe et il fait des traces, des faisceaux, quoi. Et du coup, là, pour interpoler sur ce qui se passe entre les traces, et notamment en spatio-temporel, ils essayent d'utiliser. Ils arrivent même à mettre en œuvre ce type d'approche. Après, s'il y a de la donnée partout, Non, si on connaît tout partout, on fait plus de modèle. On peut utiliser ça pour du filtrage, quoi, si on veut filtrer certaines composantes. Oui. Non, mais on n'a pas de données temporelles partout. C'est aussi des points, des surfaces de 30 mètres sur 30 mètres. De toute façon, il y a besoin d'une prévision spatiale et temporelle. D'accord. À la recherche toujours d'applications. Ces choses-là, quoi, si ça. Pas d'autres questions? Ça nous intéresse pour un scaling quand même, effectivement, en termes de variable latente, c'est-à-dire qu'on peut reproduire, si tu veux, généraliser les pratiques. Parce qu'il y a eu un changement intéressant dans une localité pour, par exemple, lutter contre la déforestation. Je vois. Et en fait, on pourrait remettre ça en place. On pourrait généraliser ça sur le territoire. Mais évidemment, il va falloir tenir compte de certaines spécificités, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des. Alors, c'est vraiment, là, je pense comme ça. Est-ce qu'il faut tenir compte d'une variable latente qui serait modélisée par ça, qu'on ne connaît pas aux endroits, évidemment, où on veut généraliser ce changement de pratique, et qui viendrait conditionner, en fait, qui viendrait nous aider à adapter, par exemple, ces pratiques. Je dis ça comme ça, je ne vois pas. On aurait des modèles économiques, des indicateurs économiques qu'on aimerait un peu généraliser, tu vois. Et on sait absolument pas. Donc ça, c'est la brique de base en gaussien de base, mais après, donc là, après, on peut faire. Après, je pense que ça. Tu connais mieux le sujet que moi, mais c'est sur les espaces latents, donc ce truc-là sert des. C'est exactement ça. C'est pour ça, maintenant, on a cette réflexion-là. On a vraiment du mal à faire ça. On ne sait pas comment faire. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un processus spatial ou temporel, spatial-temporel, qui modélise des structures de dépendance communes à plusieurs indicateurs. Donc, en fait, tu peux pas avoir plusieurs processus pour chaque indicateur économique, par exemple, mais en avoir un qui influence les trois. C'est-à-dire qu'il y a des covariants spatiaux, par exemple, pour ces trois indicateurs. Mais ça, la modélisation hiérarchique, ça, on en fait quand même beaucoup depuis à peu près 20 ans. Tu peux rien. Non, je vous appelle un peu compliqué ta présentation. Ouais, je sais. Dans l'île, là. Pas sauf Camille, peut-être. Ouais, je sais, mais je sais pas ce sujet-là, je ne sais pas l'aborder autrement. Parce que ces opérateurs un petit peu. Et Jeanne? Oui, bonjour. Justement, est-ce que ce serait possible de nous envoyer le diapo pour qu'on puisse regarder un peu plus attentivement tout ce que tu as passé comme maths, ça m'intéresse. Et aussi, une deuxième question, tu parlais du package Gest et Learn, alors si on veut, c'est possible de l'utiliser ou pas encore? Et pour l'instant, c'est sur demande parce qu'on est en train de mettre tout en place les procédures. En fait, c'est l'héritier d'RGeostat. Donc, c'est la même équipe qui a développé RGeostat et qui maintenant passe, pour plein de raisons, à GST Learn. Ce n'est pas juste un changement de nom.
Et là, on est en train D'accord. de mettre en place les procédures. Donc, en Python, il est disponible. Il n'est pas sur le… Oui, bah, j'ai fait une recherche internet, j'ai trouvé Python, mais pas encore en R, c'est ça du coup. Et en Python, il ne faut pas Euh, utiliser la version qui est sur le package officiel. C'est une erreur pour l'instant. D'accord. Sur ce qu'on appelle TestPyPy, c'est l'incubateur. C'est pour dire à quel Ok. point voilà, il n'est Oui, pas encore vraiment… c'est une c'est version un pas peu… tout à fait prêt. D'accord. Et par contre, sur demande, nous, on vous l'envoie. D'accord. Et j'ai pas bien compris quand tu disais qu'il fallait une matrice pour pouvoir l'utiliser, la matrice des. Enfin, il faut des données en plus que juste nos datas pour les utiliser. Ah non, ah oui, alors ça, c'était sur la partie où je suis passé vraiment très vite. Tac, 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 tac. Là, cette matrice-là, la matrice, pardon, ici, c'est juste la matrice qui permet d'interpoler, mais c'est nous qui la calculons dans le package. Hein. C'est la matrice. D'accord, ok. Elle permet d'interpoler quand, si tu veux, toi, tu as les données, les valeurs au sommet aux trois sommets du triangle. Ta valeur, elle est quelque part. Il faut juste faire une interpolation barycentrique de tes trois valeurs. D'accord. Donc Et ça, c'est on bien peut… le package qui estime tout. On n'a pas quelque le chose à package… estimer à part. Non, non. Par contre, des fois, vous avez envie de vous mettre des choses un peu plus compliquées dans cette matrice, par exemple des moyennes locales ou des convolutions. Ou des… D'accord. On a eu plein d'exemples de gens qui, leur problème, quand ils le posent d'une certaine façon, en fait, ça fait qu'ils doivent nous donner la matrice A, quoi, ou alors nous dire qu'il faut qu'on la Ok. code. Oui, c'est que dans le cas où on veut intégrer plus de choses avec des trucs plus compliqués. D'accord. Bah, je serais intéressée de faire des petits tests avec ce package. J'ai de l'interpolation spatiale à faire. Alors, j'ai pas mis mon adresse mail sur les slides, mais je la Mais, je… je pourrais l'envoyer, on verra. Après, de toute façon, la présentation va être mise sur le site de Gambas et puis il y aura les slides et l'enregistrement. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. C'est bon, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, y a-t-il encore des questions sur le Zoom là? Ou on dit que c'est bon? Ils sont tous allés. Ah, mais la vraie question, c'est que nous, on ne va pas le faire. C'est quoi ton coût horaire? C'est ça, ton coût horaire. Ça, Non, mais après, nous, on se pose le problème. tu parles en termes d'argent? Non, mais en termes d'argent, il n'y a pas de… Ah bon, bah voilà. On est une école plus publique. Hein. Oui, bon, bah voilà, je vais pas être sûr. En fait, j'ai peur d'en monter de compte parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris le principe. Ça va demander peut-être de réexpliquer dans la présentation sur les. Donc, le deuxième principe qui permet d'utiliser ces méthodes-là, comme ça fait dans les années 50. Je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que ça nous permet. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait après pour construire les matrices de précision, c'est parce qu'on avait cette équation qu'on a discrétisée sur une grille avec des différences finies. Et c'est ça qui nous a tout… En fait, avant, on construisait la matrice de covariance en appliquant une fonction sur des distances. Maintenant, on fait un maillage, on discrétise notre solution, on calcule la matrice de précision de cette version discrétisée et on a tout en fait. Ouais, là, on peut voir après. Ouais. Juste pour ceux qui restent, là, on va arrêter maintenant. Juste demain, si vous êtes toujours intéressé et courageux, Nicolas parlera de deep learning et de géostatistique. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée à vous et merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Malgré la complexité, c'était quand même top. Ouais, merci. Merci beaucoup. Je vais faire autre chose.